Nous avons été voir Fast and Furious 10. Nous allons découvrir en direct, sans aucune préparation, ce que nous en avons pensé. C'est le café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode du café multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, on va vous parler cette semaine donc du film Fast and Furious X, qui est en fait le 11e film de la franchise puisqu'il y avait eu un spin-off avec Hobbs and Shaw, avec Jason Statham et The Rock. Voilà. Et on va donc vous parler de ce film qu'on a été voir au cinéma. T'as été voir quand, toi, Marie? Moi, je suis allée le voir à sa sortie, week-end de l'Ascension, donc il y a 10 jours. Ouais, c'est D'accord. ça. Mhm. Alors, moi, c'est tout frais, c'était hier soir, donc voilà, je Ah là là, triche il y un a de la petit peu. triche. Donc, Fast and Furious 10 avec une franchise qu'on n'arrête plus. Donc, je rappelle le principe de l'émission du Café Multiverse. Pendant une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher le film, encore que je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à divulgacher. On va essayer de ne pas rentrer trop dans les spoilers. Et de vous donner quand même un avis, savoir si il faut que vous alliez voir le film en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez déjà vu dans la franchise, etc. Et dans une deuxième partie, on va spoiler à mort, on va émettre des théories, voilà, toutes ces choses-là. Mais sans transition, avant toute chose, on va commencer par se présenter. Marie, honneur à toi. Bonjour, donc vous commencez à me connaître un petit peu, Marie. Dans une autre vie, j'étais archéologue et dans ma vie actuelle, je reste une visiblement beauf catégorisée qui va voir tous les Fast and Furious au cinéma. Et alors, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'événementiel. Là, voilà, j'ai fait des concerts et des festivals. Là, voilà, voilà. Donc, voilà. Ma première question, du coup, c'est, j'allais te le poser, t'as un petit peu répondu pendant la présentation. C'est ton rapport à la franchise Fast and Furious, parce que c'est pas forcément ton type de film à la base, quand même, j'ai l'impression. Ah, moi, je suis pas du tout à la base gros film d'action boum boum où il y a que de l'action et pas de scénario. Et pourtant, la magie opère avec moi depuis toujours sur Fast and Furious, qui est une franchise où je ne sais pas pourquoi je ne peux m'empêcher de tous aller les voir au cinéma sans exception. Alors, depuis le premier film, t'as été tous les voir? J'ai été tous les voir, sans faute. Alors, moi, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai pris la franchise un peu tardivement. Je crois que j'avais vu quand même le premier à l'époque, mais j'avais pas du tout accroché. Et j'ai dû voir à partir du 5, parce que ça devait être le 6 arrivé au cinéma ou un truc comme ça. Il devait être à dispo, je sais plus si c'était sur Canal ou Netflix à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. En fait, tu poses ton cerveau dans un coin, tu apprécies ça, tu sais, comme la glace au chocolat là, dont t'as pas le droit, mais enfin voilà, qui fait du bien, celle qui arrive sur les reins, mais voilà, tu peux pas t'en empêcher, c'est trop bon. Et alors, après, je me suis refait le 1, 2, 3, 4. Le 4, ça allait. Je trouvais qu'il était dans l'esprit du 5, du 6. Mais alors, le 1, 2, 3, bah, je peux toujours pas. Les 1, 2, 3, pour moi, c'est un autre genre de film. C'est pas du tout mon style. Ah ouais, alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Après, il y a aussi, je l'avoue, à mon avis, le côté nostalgie qui joue beaucoup. On peut absolument pas le mettre de côté. Je suis très très fan des deux premiers et de Tokyo Drift. Tokyo Drift reste pour moi le meilleur, en tout cas mon petit chouchou. Et j'ai eu énormément de mal avec le 4. Mais c'est vrai que le 4 signe un réel tournant dans la franchise. On sent que là, voilà, bon, ok, on arrête la blague de faire deux films sur les voitures. On commence à rentrer dans une vraie saga qui va durer un petit moment. Et c'est dans le 4 qu'on le sent profondément. Et le 4, c'est celui avec lequel j'ai plus de mal pourtant. Bon, comme quoi, c'est très intéressant pour ce film de voir nos avis un peu différents. Oui, alors à partir du 4, je trouve que ça rentre dans une logique un petit peu de ce qui est fait avec la franchise en ce moment. Mission Impossible, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est carrément impossible ce qui se passe, c'est improbable, ça défie les lois de la physique, mais je veux pas dire qu'on a envie d'y croire, mais c'est, c'est tellement distrayant que t'en prends plein les yeux et tu te dis waouh, et puis tu ne sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, quelle va être la prochaine scène, et puis il y a la bande son qui est terrible, et puis tu voyages, tu vas aux quatre coins du monde, et ça je crois que c'est vraiment un des gros gros points forts de la franchise quand même.
Ouais, je suis bien d'accord et surtout qu'on finalement, c'est surdosé. On va pas dire qu'il y a un bon équilibre, il y a absolument aucun équilibre. Tout est surdosé, tout est dans l'excès total et pourtant ça marche, quoi. On se prend au jeu, on sait très bien qu'on va voir un truc où il va se passer n'importe quoi, on ne sait même pas prédire ce qui va se passer tellement c'est impossible de savoir à l'avance car ça n'a aucune logique en soi et on y prend goût et on est emmené dedans. Alors bien sûr, soit ça plaît pas, hein. Je veux bien concevoir qu'on ne puisse pas du tout accrocher à ce style-là et sur moi, je dois avouer que ça marche très bien et comme tu dis, on pose son cerveau et pour passer une bonne soirée et décrocher totalement du reste, je trouve qu'il y a rien de mieux en tout cas. Alors, en plus, sur les franchises, enfin sur les derniers épisodes de la franchise, ils ont commencé à faire un truc, c'est-à-dire que c'est devenu un petit peu le Hall of Fame du film d'action moderne, quoi. On retrouve tous les gros noms du film d'action. On a The Rock, Jason Statham. On en retrouve là dans le 10e épisode, il y a Jason Momoa qui vient rejoindre la franchise. Dans le 9, il y avait John Cena. On a vraiment une belle brochette d'acteurs, quoi. Une brochette de gros muscles aussi Oui. et ça fait un petit peu Marvel Universe, mais version Fast and Furious où ouais, ils aiment bien récupérer des jolis noms, récupérer des acteurs, visuellement accrochants aussi parce que faut le dire, hein, faut dire un film se vend beaucoup sur son casting et là, je pense qu'ils commencent par faire un casting avant même d'écrire le film. C'est difficilement Alors là, possible, c'est vrai que, autrement. dans le 10, quand tu vois Alan Richson, je vais y arriver, bon, je peux comprendre que ça puisse plaire à certaines personnes, hein, parce que le mec, il déborde de partout, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. J'étais surpris de le voir. Je n'avais pas regardé en fait trop le casting du film parce que moi, je savais que j'allais aller le voir de toute façon. J'avais envie de faire en plus une émission dessus, donc ça tombe bien qu'on la fasse ensemble. Et puis voilà, enfin, j'ai même pas regardé la bande-annonce non plus. J'avais pas regardé la bande-annonce, je voulais y aller. Moi, j'y allais. Même si j'avoue que j'ai pas du tout apprécié le 9. Alors là, je commence déjà à rentrer dans les choses. Pour moi, le 9, il est arrivé dans une zone. Avant, le film était toujours dans une zone rouge, tu vois, avec une limite qui dépassait pas d'irréel, d'impossible, mais il y avait toujours un soupçon de probable, tu vois, qui te faisait que ça restait quand même. Enfin voilà, c'était pas complètement fou, complètement taré. Et là, je trouve que c'est à un moment donné dans le 9, et je vais quand même déjà un petit peu le dire, et dans le 10, c'est pareil, on a l'impression que c'est Scream qui, au milieu du film, devient Scary Movie. On a l'impression que le film, il va tellement loin qu'il s'auto-parodie lui-même, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, surtout que des fois, comme on dit, il y a absolument aucun dosage, ça va trop loin. Moi, là où j'ai tiqué, c'est quand ils sont quand même jusqu'à aller dans l'espace, hein, dans les épisodes précédents. Là, je me suis dit: «Bon, alors je veux bien que ce soit abusé, faudrait peut-être pas trop déconner non plus» et finalement, je trouve qu'avec ce film-là, ils sont redescendus un petit peu. Bon, c'est toujours totalement abusé, il y a des images qu'on voit dans la bande annonce sans spoiler, mais le coup des hélicoptères, ça on le voit dans la bande annonce, on sait très bien que la physique ne répond plus de rien et ça marche un petit peu mieux car malgré tout, c'est un petit peu plus équilibré que le précédent, même si encore une fois, on est dans l'abus total et il faut surtout pas réfléchir à si c'est possible ou non, parce que là, bah, on regarde pas le film en fait. Alors, je suis d'accord avec toi quand même. C'est vrai que le 9 était complètement abusé, le 10 est un cran en dessous, même si pour moi, il reste quand même encore trop, encore too much. Là, il faudrait qu'il redescende un tout petit peu pour que ce soit acceptable pour moi. Mais là, ça reste encore trop. Je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé à un moment donné, c'était tellement too much que j'avais l'impression d'avoir pris la bouchée de trop, d'être pas bien, d'être malade, de me dire qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je regarde ce film, vraiment. Il y a, et bizarrement, tu parles de la scène avec les hélicoptères, on va pas trop spoiler, mais les gens verront de toute façon. Bon, c'est pas surprenant de voir des hélicoptères dans un film d'action de genre. Mais à la rigueur, c'était une des scènes, à la fin, je me dis, ah bah, voilà une scène qui rattrape un petit peu le niveau de ce que j'ai vu avant. C'est un petit peu plus dans l'esprit de ce qu'on avait vu, etc. Voilà. On parle un petit peu du scénario. Le scénario, en fait, c'est la suite directe de Fast and Furious 5, puisque on a le personnage de Jason Momoa qui est lié directement à l'intrigue du 5. On va pas trop en raconter dans cette partie-là. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans cette franchise, c'est que c'est tellement improbable. On a les familles de mafieux qui se connaissent tous, qui ont tous une dent contre l'autre, l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi et l'ennemi de mon ennemi. Enfin, voilà, c'est le gros bordel. Voilà. C'est ça, totalement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les petits clins d'œil qu'ils font en permanence aux épisodes précédents. Alors,
je pense très clairement que c'est absolument pas calculé. On n'a pas les mêmes équipes de scénaristes ni de réalisateurs à chaque fois, mais ils arrivent quand même à faire des petits liens entre chaque film, à rappeler des choses, à revenir un peu en arrière, à faire des clins d'œil. Et ça, j'aime bien. Ça garde un petit côté linéaire dans la saga malgré tout. Je trouve qu'ils s'en débrouillent pas si mal. Bon, quand on cherche et qu'on revient refouiller en arrière, on voit bien que ça tient pas très longtemps la route en termes de scénario, mais ils le font quand même. Ils ont le mérite de tenter de garder ces petits clins d'œil et de garder la saga plus ou moins uniforme. Et ça, j'aime bien. Et je l'ai un peu plus ressenti dans cet épisode-là. On voit qu'on arrive à un aboutissement, mais les petits clins d'œil et les rappels qui étaient faits régulièrement étaient pas mal faits. Alors effectivement, il y a aussi beaucoup d'émotions parce que le rappel à Paul Walker est assez présent dans le film, notamment tout au début du film. Et j'avoue que j'ai été très ému, moi, quand même, par le début du film, hein. Ils ont vraiment amené ça de façon très intelligente. Et globalement, on va dire que pendant les peut-être quoi, 20, 30 premières minutes du film, toute la partie qui se passe à Rome, qu'on voit là dans la bande-annonce, moi j'ai accroché. Je me suis dit, ça y est, on est revenu sur les rails, on est descendu d'un cran, la franchise retrouve ce qui a fait son succès. C'est gros, c'est fou, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Et moi j'ai passé un premier quart, on va dire cinquième, un quart du film, vraiment c'est à apprécier à être là, quoi. Eh ben, là, tu parlais tout à l'heure d'ennui par rapport au neuf. Et même finalement, le Hobbs qui était sorti un petit peu des vagues où je l'ai pas trouvé particulièrement utile. Bon, voilà. Par contre, pour celui-ci, j'étais très étonnée à la fin du film, mais je m'attendais pas que ce soit déjà la fin, quoi. Je me suis regardée, je me suis dit: «Ah ouais, déjà». J'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai pas senti particulièrement de longueur, pas particulièrement d'ennui et j'ai passé, en fait, un très bon moment tout le long. Pourtant 2 heures et demie, ça me paraît un peu long. J'ai toujours un petit peu de crainte quand je vois des films de plus de 2 heures. Surtout pour un film comme ça, je me suis dit: «Mais il y a pas de scénario, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter?» Et en fait, ça s'est très bien passé. On se retrouve avec des personnages hauts en couleur. Moi, j'ai trouvé que la prestation de Jason Momoa, j'arrive pas à savoir si je la trouve géniale ou nulle. Il campe un rôle qui est tellement qu'on ne voit tellement jamais. Enfin, vraiment, il a une façon d'interpréter, de jouer, sur les dialogues, etc. Il joue un gars totalement barré, mais dans un sens dont on n'a vraiment pas l'habitude. Et moi, ça m'a énormément surpris. Là, je suis à quoi? À moins de 24 heures d'être sorti du film, et j'arrive pas à savoir s'il était très mauvais ou tellement bon que moi, ça m'a sorti de. Enfin, moi, ça me sortait du film de le voir, mais je sais pas si c'est en bien ou en mal, en fait. Alors moi, j'ai trouvé absolument génial. Justement, j'ai trouvé génial cette espèce de génie du mal, je le trouve fabuleux, vraiment. Il a un rôle, il a un personnage qui est pensé, qui est écrit et finalement qui est assez profond. Alors on peut parler d'une sorte de bêtise, une sorte de fragilité quand même psychiatrique, mais en fait, je trouve ça absolument génial et j'adore la manière dont je pense que Jason Momoa se l'est vraiment approprié profondément et je trouve ça vraiment génial. Alors il y avait un petit côté, moi ça me rappelait un petit peu Jack Sparrow des fois, un petit côté de Johnny Depp dans certains mouvements. Je pense qu'il a vraiment fait son propre jeu d'acteur qui pioche peut-être un peu à droite à gauche de plein de choses, mais le rôle a été écrit pour lui en grande partie et ça se ressent et je trouve son interprétation personnellement tellement son personnage est tellement nul que son interprétation en est géniale en fait. Alors, il y a des moments où j'avais l'impression que c'était l'inverse, que le rôle n'avait pas été écrit pour lui, mais qu'il avait été écrit pour Jack Black. Ah Tellement oui, le truc était barré. J'aurais vu Jack Black dans le rôle, moi ça m'aurait pas étonné. Alors bien sûr, côté muscle, ça n'aurait pas été, il rentrait pas dans les cases. ça colle moins. Mais pour le reste, moi c'est ce que j'avais en tête en le voyant. Je me disais, mais c'est Jack Black en fait, version Jason Momoa sous Sous hormones. acide. Voilà, c'est ça, ouais, sous acide. Alors sous acide, c'est amusant que tu me dises ça parce que c'est ce que je me suis dit pendant tout le film. Je me suis dit, les gars, les scénaristes, ils auront même pas l'excuse de la grève des scénaristes pour leur film. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais c'était vraiment très très costaud. Ça part complètement dans tous les sens. Et à un moment donné, mais comment ça, enfin, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va s'arrêter, et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, ça ne s'arrête pas en fait. Ouais, exactement. Et après, ça, c'est à l'image aussi. Alors, on va continuer quand même sur le casting, mais dans le casting, moi, j'aimerais bien souligner la Abuelita, la grand-mère de Dom, qui est jouée par Rita Moreno, qui est une actrice fabuleuse, une personne extraordinaire.
très connue en Amérique latine, beaucoup moins connue en Europe et j'étais super contente de la voir dans ce film. Moi, je trouve que Rita Moreno, elle reste encore une femme, merveilleuse, elle reste encore une très belle femme d'ailleurs et voilà, j'étais vraiment très, très contente, de la voir. Je trouve que c'était un très joli clin d'œil de l'avoir mise là comme la grand-mère de Dom. Alors moi, c'est Charlize Theron que j'aime pas trop habituellement. Là, je la trouve, bah, c'est peut-être parce que je l'aime pas et qu'elle est dans le rôle de la méchante. Alors, je sais pas si c'est en lien, mais je la trouvais géniale dans ce rôle-là et elle est, cette froideur qu'elle dégage, c'est incroyable, quoi. Elle est vraiment pile, trop, très, très, très juste, quoi. Et Brie Larson, t'en as pensé quoi de la revoir là, enfin de la voir plutôt parce que je crois que c'est son premier rôle pour le coup dans les Fast and Furious. Brie Larson, qu'est-ce qu'elle joue? Ah oui, bah, alors moi j'ai toujours trouvé plus ou moins un petit Fade, peu effacée, ouais, je la trouve un peu un insignifiante, peu c'est un peu facile. dur, hein, mais ouais, je la trouve un peu insignifiante, j'ai un petit peu du mal, je comprends jamais trop ce qu'elle fait là à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle-même ne comprend pas ce qu'elle fait là, je sais pas. Donc ouais, pas de commentaires particuliers, elle dénote un petit peu parce qu'elle a beaucoup moins de charisme quand même que certains autres acteurs présents dans le film. Et il y a aussi John Cena. Bon, John Cena qui fait du John Cena, mais on aime tellement le voir dans ces rôles-là. Enfin, il est génial, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais il a une sympathie qui se dégage de ce type. C'est incroyable, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, non, John Cena, moi, je trouve que c'est le clin d'œil qu'ils aiment bien nous mettre et il est génial. Et moi, j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer sur cette route-là. Ça me fait plaisir de voir qu'il s'éclate, en fait. On voit qu'il prend plaisir et j'espère qu'il sera appelé pour un petit peu plus de films parce que vraiment, on voit qu'il aime ça et il fait bien son taf. Donc, j'espère qu'on le verra un petit peu plus Ok. Et sans transition, je te propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. en avant. Alors, c'est une trilogie. Ce sera une trilogie. C'est ce qui a été plus ou moins annoncé. Et à la fin, bah, c'est une fin ouverte, une fin qui arrive très, très abruptement. Et il y a mon fils qui m'a regardé et qui m'a dit, mais c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? Le générique? Qu'est-ce qui se passe? Déjà? Ouais. Ton avis sur la fin? Et ben à la fin, on voit que ça arrive en gros n'importe quoi. Hein, quand ils Ouais. sont sur le pont, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous Ah bah, faire?» de toute façon, quand on et voit finalement, la on n'aura rampe, pas on se la dit, ça y est, réponse. ça va descendre. Voilà et là, il y a 10 millions de suppositions. On a quand même pour la fin, pour spoiler à fond, l'apparition donc on a visiblement le barrage qui est en train de péter, un torrent qui arrive, en direction de Dom et de son fils et juste à côté, on nous montre un sous-marin. Je pense qu'ils vont aller débarquer en sous-marin pour sauver Dom, à minima. Ce serait drôle en tout cas. Ce sera totalement abusé, mais très drôle. Donc, à voir pour la suite, mais ça promet une ouverture du prochain film spectaculaire. Je reviens du coup un petit peu au début du film. Moi, la scène qui m'a vraiment sorti du film, c'est quand en fait elle arrive dans la base secrète qui n'existe sur aucune carte. Et là, t'as les murs qui bougent. On dirait un Marvel. Là, on sait plus trop où on est, dans quel univers on est. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ça, non, ça va trop loin à nouveau. C'est pas possible. Et c'est à partir de là, pour moi, que le film il a commencé un peu à partir en cacahuète. Et c'était trop too much, etc. Pourtant, il y a des scènes que j'ai adorées. Moi, revoir Jason Statham, c'était un vrai plaisir quand je l'ai revu dans le film. C'était un vrai régal. Et à la fois, il y a d'autres choses qui m'ont ennuyé. C'est autant les scènes drôles entre les quatre protagonistes, voilà, entre, comment il s'appelle? Anne, Roman, Tej et c'était qui la quatrième? Et Megan. Ouais. Autant je trouvais que la chimie fonctionnait bien, autant il y en avait des autres. Pour moi, c'était pas autant réussi. Alors moi, j'ai un énorme regret. Mon plus grand regret, c'est le personnage de Roman que j'ai adoré dans Fast and Furious 2 quand il apparaît la première fois. J'ai adoré voir qu'il l'avait rappelé pour la suite et voir qu'il l'avait intégré à Fast and Furious. Et en fait, je trouve que plus les films passent, plus son personnage est effacé. Son humour, il a quand même un humour et un caractère qui est hyper particulier. Je trouve que plus ça va et moins ça va, en fait. C'est de moins en moins bien dosé, moins en moins bien géré. Et ça me rend un petit peu triste parce que quand on revoit finalement Fast and Furious 2, son personnage était percutant. Il était percutant tellement il est décalé. Et là, finalement, je sais pas si c'est parce qu'on a fini par s'y faire. On se dit oui, bah, de toute façon, c'est Roman. Mais même les phrases qu'il peut sortir qui doivent être caractéristiques de son personnage ne sont plus aussi percutantes qu'elles l'étaient. Et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être qu'il a perdu en jeu, je saurais pas trop dire.
Oui, ou c'est peut-être tout simplement la façon dont c'est écrit. On sent bien que les personnages secondaires, pour le coup, sont secondaires là, dans ce film-là. Ils sont plus aussi décisifs qu'ils pouvaient l'être dans d'autres films où d'un seul coup ils arrivaient, ils sauvaient le jour. Enfin voilà, et du coup, on pouvait savoir qu'on pouvait compter sur eux là. On les suit, mais ils servent à rien quasiment dans l'intrigue. Et c'est plus des faire-valoir, c'est plus des scènes pour rallonger. Voilà, et on se retrouve avec une fin où on les suppose morts. Enfin, en tout cas, on voit l'avion qui se crache, on ne le sait pas, on les a pas vus décédés, mais on peut se poser des questions sur la suite. Déjà, le fait qu'ils fassent revenir plein de personnages censés être disparus ou décédés. Oui, Là, ça, on est sur, c'est un grand classique de la série, oui. voilà, on est sur un grand classique finalement. Alors tout le monde était censé être mort, finalement il y a personne qui est mort. Comme ça on est sûr. On est sûr qu'ils font bien revenir tout le monde avec des explications plus ou moins vaseuses, hein. Charlize Theron était quand même passée dans un réacteur d'avion, puis finalement non. Donc on sait pas, Oui, on bon. sait pas. Et voilà, donc on arrive à ça, c'est assez sympa. Enfin sympa ou pas, hein, mais ça enlève un peu de crédibilité, mais je pense qu'ils veulent juste faire une apothéose pour la fin. À titre personnel, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le réalisateur. Ah Est-ce oui, que j'ai oublié tu de as t'en parler. regardé Je un voulais en petit parler peu? dans la première partie, Quand mais même, voilà. Lui, le Tellier. voilà. Moi, je trouve ça super que ce soit lui qui ait repris la main. Donc, pour petit rappel, Louis Leterrier, on lui doit quand même le transporteur, on lui doit l'incroyable Hulk, chose des titans, insaisissable. Enfin, voilà, c'est un habitué des blockbusters. C'est du français, Cocorico. Peut-être, en tant que réalisateur français, on va avoir une petite fin à Paris, pourquoi pas? En France, quelque part, on ne sait pas. Ça peut être sympathique aussi. Mais je trouve sympa que ce soit lui qui ait repris. Il a une petite patte, qui se reconnaît malgré tout dans le film. Je trouve que c'était pas non plus anodin. On a vu sa patte un petit peu dans le film. Je sais pas ce que tu en as pensé? Alors, c'est vrai que côté réalisation, le film est pas dégueulasse du tout. Alors, je suis triste du coup qu'on n'en ait pas parlé dans la première partie, mais c'est pas un mauvais film pour ce côté-là. Et, il est très bien réalisé. Euh, on voit très très peu qu'il y a de l'image de synthèse quand même. Faut être réaliste là-dessus, c'est bien fait. Il y a que quelques scènes où on a l'impression que peut-être qu'ils ont voulu trop en faire et que du coup, ben, bah, ça se sentait. Mais sinon, ouais, le film il passe crème et niveau réalisation, là, il y a pas de faute en tout cas. C'est un sans faute. Je suis bien d'accord, tout à fait. On voit bien qu'il a repris la main comme il fallait et je suis contente que ce soit lui qui arrive pour, clore cette saga qui nous porte quand même depuis 20 ans. Ah C'est oui, pas rien. mine de rien. Et la seule saga qui met en avant des chauves depuis Bruce Willis, voilà, hein, des chauves qui Des conduisent chauves beaux vite pour gosses, sauver le monde. attention. Voilà. Alors, il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'actuellement dans beaucoup de films et dans beaucoup de réalisations, on parle du «politiquement correct» entre guillemets, de l'inclusion, de un peu un espèce de entre guillemets «cahier des charges», même si je déteste ce mot parce que le but est simplement de représenter tout le monde. Là, on est bien d'accord pour Fast and Furious, on roule dessus. On est, sur les classiques entre gros guillemets, les mâles blancs cis que tout le monde déteste. On est sur du muscle, on est sur de la grosse bagnole, on est sur des nanas à moitié à poil. Faut le dire, ça fait 20 ans qu'ils l'assument, ça fait 20 ans que ça dure et ça je suis d'accord que ce soit tout à fait unilatéral, soit on aime, soit on déteste. Mais faut avouer que quand on va avoir un Fast and Furious, on s'y attend. Ils ont pas changé la recette, c'est à leur honneur ou pas, je sais pas, mais c'est quand même présent, faut quand même le signifier. Alors là, je te rejoins complètement. C'est vrai que pour ça, pour le coup, c'est complètement appréciable d'avoir un film qui renie pas son ADN, qui est complètement à rebours de ce qu'on a pu voir dernièrement. Mais en même temps, il est jamais. Alors, à part peut-être pour les scènes, j'ai envie de te dire, sur les parkings avec les voitures et les nanas, il est jamais insultant dans le sens où tu vois, il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de discrimination. Euh, il y a quand même, enfin voilà, il y a des choses au Brésil. À un moment donné, il dit, voilà, on n'achète pas la rue de la rue de Rio. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des petits clins d'œil comme ça pour dire, voilà, l'argent ne fait pas tout. Il y a quand même un code d'honneur. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il essaie de mettre en avant. Et pour le coup, effectivement, je trouve que ça assume quelque chose, mais en même temps, ça va jamais insulter, enfin voilà, les valeurs avec lesquelles on essaie de se battre de nos jours, quoi. Voilà, parce C'est que ça. même les femmes qui sont, on va dire, légèrement vêtues, ils nous font croire que c'est assumé en tout cas, voilà. Donc du coup, on peut se dire bon bah voilà, elle a choisi d'être comme ça, c'est son choix, on le respecte. Et c'est pas, c'est voilà, c'est pas insultant quoi.
Non, il faut aussi ouvrir les yeux que si on va enfin, malheureusement, heureusement, hein, si on va au Brésil, Venezuela, si on va dans ces pays, sud-américains, en effet, les femmes et les hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements de sexe aussi là-bas, sont tout à fait dans cet état d'esprit-là. Après, je veux dire physiquement, c'est assumé, c'est pas insultant ni vulgaire, d'être en maillot de bain dans la rue entre guillemets, il y a ça aussi. Après voilà, ça aurait peut-être pour moi mérité une légère évolution. On n'aurait pas été contre, une petite évolution là-dessus à titre perso, au moins pour, inclure un personnage peut-être, avec une autre sexualité assumée ou quelque chose comme ça. Mais on sait très bien que quand on va chercher un Fast and Furious, on va pas chercher ça donc voilà. Voilà. Un mot de la fin pour conclure. Est-ce qu'il faut aller le voir? Est-ce qu'il faut pas aller le voir? Bah, pour moi, ça reste du Fast and Furious. Si on adore, faut aller le voir. Honnêtement, j'ai adoré dans le sens où j'ai passé un très bon moment. C'est pas le genre de film que je regarderais 25 fois, mais on passe un super moment. On va voir ça le dimanche soir, se changer les idées. On sait à quoi s'attendre et en même temps non, parce que c'est spectaculaire. Donc non, moi je dirais si vous aimez le genre, allez le voir, ça me passe toujours un super moment. Ouais, ça fait vraiment penser aux films d'action des années 80 qui s'assumaient complètement en étant, voilà, on pose le cerveau sur la table en rentrant, on va le voir. Bon, je crois que quand même, moi j'irai voir le 11 et le 12, c'est certain. Donc j'irai terminer la franchise avec eux. J'ai passé un bon moment jusque-là. C'était pas un super film. Je l'aurais peut-être vu plus à la télé. Moi, ça m'aurait moins dérangé. J'ai quand même l'impression enfin, d'avoir un peu perdu mon temps, de l'avoir vu au cinéma. C'est dommage, je trouve vraiment ils ont une bonne recette. Là, il faudrait qu'ils redescendent encore d'un cran, comme je disais dans la première partie, et ce serait quand même plus appréciable pour tout le monde, pour eux, pour faire honneur à la franchise, pour finir dignement, en tout cas, le film. Voilà, Et ben on espère une suite un peu plus équilibrée et ce serait parfait. voilà. Et sans transition, les recommandations de la semaine. Marie, à toi l'honneur. Oui, à moi l'honneur. Eh bien, je voulais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur, parce que là, on parle d'un recueil qui mélange beaucoup de choses, un recueil qui est engagé. Donc, hop, voici mon fils de discussion. D'accord. Fait par Guillaume Carbonneau et Maël Carbonneau, qui n'est autre que son petit garçon. Il faut savoir que Guillaume, depuis des années, Guillaume qui est auteur, depuis des années, depuis la naissance de son fils, aime bien retranscrire, écrire et garder de côté les discussions qu'il peut avoir avec Maël, avec son petit garçon, qui sont parfois, comme on peut le savoir pour ceux qui ont des enfants ou qui ont l'habitude d'être avec des enfants, un peu incongrues. On peut avoir des drôles de situations, on peut avoir des réflexions qui sortent de l'ordinaire. Et donc, il a noté ça pendant des années pour sortir ce petit recueil. Et c'est un recueil participatif qui a pour but d'aider à financer la lutte contre le cancer des enfants. Donc, il D'accord. faut savoir que sur ce recueil, ils ne font absolument aucun bénéfice, car les bénéfices sont intégralement reversés à l'association Imagine for Margot, qui s'occupe de la lutte contre le cancer des enfants. Et pour faire ce recueil, il a demandé à plusieurs artistes de participer. Donc c'est vraiment un honneur, je trouve, de pouvoir avoir entre les mains un superbe ouvrage participatif. Je vais montrer quelques dessins qui sont signés de plusieurs artistes différents. Par exemple, celui-ci, signé de Anaïs, hop, Jérôme par ici. Et voilà, à chaque fois avec le petit échange très sympa qu'on peut voir entre Guillaume et son fils. Voilà, on a plein d'illustrations D'accord. différentes. Donc c'est participatif, c'est pour la bonne cause et en plus on s'éclate parce que c'est absolument génial à lire. Donc foncez. Et on vous mettra le lien dans la description. Voilà. En ce qui me concerne, ma recommandation de la semaine, bah, du coup, je vais pouvoir en faire, aller la chercher sur Prime. Non, c'est pas sur Prime Vidéo pour cette fois-ci, c'est sur Paramount Plus. Je me suis pris un abonnement en Paramount Plus, j'ai longuement hésité, et puis finalement, je regrette pas du tout. Ce sera, ma recommandation, c'est Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner. Et ça rejoint en fait exactement ce que tu disais par rapport à la franchise des Fast and Furious, où il s'assume depuis 20 ans. Et là, c'est un peu différent, en tout cas, comme point de vue. C'est-à-dire que Paramount Picture, tu sens bien que c'est une scène, enfin, un moyen de streaming pour les républicains. Voilà. Hein, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a Ok. pas de wokisme, etc. On peut s'en féliciter ou non, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais ça montre une Amérique sombre, beaucoup plus dure, et à la fois qui est jamais dans le comment
dans le J'ai gagné, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages dans cette série et dans d'autres qu'on a pu voir sur Paramount+, mais j'en parlerai dans d'autres émissions, qui sont confrontés à leurs propres contradictions, avec des mâles alpha, etc., qui finalement bah, payent le prix d'être ce qu'ils sont. Et c'est une série très intéressante. Kingston, en fait, c'est une ville aux États-Unis qui comporte 4 prisons. Voilà. Donc ça te donne un petit peu l'ambiance. Et en Ouais. fait, dans cette ville, bah, tout le monde est un petit peu corrompu, pourri, mais c'est entre guillemets pour la bonne cause. Parce que sans ça, bah, ils n'arriveraient pas à faire tourner les choses, ils n'arriveraient pas à faire tourner la ville, ils n'arriveraient pas à tenir les prisons, etc. Et c'est vraiment une cocotte minute qui s'apprête à exploser à chaque instant. Et c'est vraiment très passionnant comme série. J'ai fini la saison 1, je m'apprête à commencer la saison 2 et je vous la recommande chaudement. Voilà, voilà. À noter avec grand plaisir. En tout cas, Marie, je te remercie d'avoir passé cette émission en ma compagnie. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode du Café Multiverse. Ciao, ciao! À bientôt tout le monde.